Raph, encore une fois, fait un coup de maître. On savait que ça allait peut-être arriver, mais tu sais, jusqu'à quel point. Il a fait quand même des bonnes frasques, mais c'est pas le pire de la famille. Joe Rogan, il y a 5 ans, tu l'aurais jamais vu parler contre l'UFC, moi. Bienvenue tout le monde au K-Show pour le 18e épisode déjà. Hey, on s'approche du 50. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. On va y arriver. Hey, on vous répète, le 14 avril au Casino de Montréal. Il n'y a plus de billets à faire tirer, mais l'événement est là. Vous pouvez passer, vous pouvez me dire un petit salut. C'est sûr qu'il y a une section un peu plus VIP pour ceux qui se sont inscrits, qui ont gagné des billets. Mais si vous voulez nous dire allô, si vous voulez nous serrer la main, pas de problème. Il y a un enregistrement de la poirée de fromage également avec Lou Morissette et Max Talbot. Je sais pas pourquoi ça me sort de la tête, mais peu importe. Casino de Montréal le 14 avril prochain, mardi. Donc nous autres, on va être là. Ah, on est des gars du peuple. Écoute, on restera pas dans le VIP nécessairement. Si vous êtes là, on venez vous voir, venez vous jaser. Fait que même s'il n'y a plus, comme tu dis, de billets en tant que tel, venez nous dire un petit salut, ça nous fait plaisir. Toute la famille de Chaos Sport va être là. Donc c'est notre premier événement VIP de Chaos Sport. Donc ça va être le fun. On va essayer de faire une espèce de tradition, d'en faire plusieurs. Vraiment. Là, c'est un enregistrement de la poirée et fromage. Peut-être qu'à un moment donné, on va aller au casino pour enregistrer le Chaos Show pendant un événement de boxe, un événement de MMA. Ça pourrait être vraiment cool. Ça. Ouais, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Hey, commence au premier round. Round 1. Premier round à Matt. Eh bien, on a perdu quelqu'un de très connu ici au Québec, un boxeur, je veux dire, légendaire au niveau provincial. Oui. Mais au niveau de sa famille également. Un des bons de la famille, on va se le dire. Il y en a eu des très, très moins bons là-dedans. Il a fait quand même des bonnes frasques, mais c'est pas le pire de la famille. Définitivement. Alex Hilton qui s'éteint à 61 ans. Hey, jeune quand même. Comme je te disais un peu en coulisses, quand j'ai vu les photos récentes de lui, fait un bout qu'on l'avait pas vu, t'as magané le monsieur. T'sais, je veux dire, ça n'a pas été une vie facile pour n'importe quel des Hilton, on va dire, là, mais il était magané quand même. 61 ans. Comme tu dis, une légende au Québec à sa façon. Le clan Hilton, on le connaît tous. Dave Hilton, Matthew Hilton, 2 champions du monde. Alex qui a eu quand même une carrière très honorable. C'est celui qu'on a le plus... je pense qu'on a le plus appris à aimer, je pense. Je pense que oui. C'était peut-être un des moins talentueux de la famille, mais un dur de dur. Ouais. On va se souvenir de ses 2 combats face à Stéphane Ouellet qui a perdu, mais après ça, il a pris un bon temps. Après, il a été champion canadien amateur aussi. Mais si vous voulez voir la déchéance d'un combattant, là, regardez le documentaire Être un Hilton. Ça a été fait, ça a été animé par Marie-Claude Savard. Honnêtement, c'est vraiment très, 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 très bon. Là. C'est 4 épisodes. Être un Hilton, tu vois, il reste dans le sous-sol de sa mère. C'est triste de voir ça. Puis, tu sais, la façon qu'il parle de la boxe, la façon qu'il parle, comment il a été élevé aussi. Puis, il recherche à avoir des réponses sur peut-être qu'il s'est fait crosser dans sa carrière aussi. Probablement. À un moment donné, ça passe proche d'éclater là, à la fin. Mais je vous le dis, c'est un solide documentaire. Être un Hilton, tu vois la misère un peu. Puis, tu sais, tu te rends compte que ce gars-là, Alex, tu t'apprends à l'aimer dans ce documentaire. Ah oui, c'est ça, il est attachant quand même. Puis, comme tu dis, le bon terme, c'est triste. Cette famille-là, on le sait, ça a été documenté. Élevé à la dure. Élevé à la dure, un peu comme les Jackson, la famille de Michael Jackson, là, que ça a été élevé à coups de claque, puis les histoires d'horreur qu'on a entendues là. Mais voilà, quelqu'un qu'on a vu beaucoup dans les médias, moi, c'est celui vraiment qui m'était le plus sympathique. Mais comme tu dis, des gars tough. Ouais, des gars tough. Talentueux. On va se souvenir quand il a fait des hold-ups au Dunkin' Donuts. Là, oui. Qu'est-ce que tu fais là, au Dunkin' Donuts? Mais, c'est de la pauvreté extrême, dans le fond, dans un sens. C'est une famille pas éduquée non plus. Voilà. Eux autres sont nés, ils ont été obligés de boxer, ils n'ont pas été à l'école. Leur père, il les a élevés à coups de claque à la gueule. À un moment donné, ça excuse pas. Non. Ça excuse pas, surtout pas ce que Dave a fait, mais ça excuse pas ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Mais quand tu pars avec 2 prises de même, on va te dire, c'est dur de te remettre dans la bonne track. Là. Ça excuse pas, mais ça explique beaucoup de choses quand même. Des histoires d'horreur qu'on a entendues. Le gagnant du combat dans le sous-sol soupe ce soir. Des trucs de fou comme ça. Non, mais on en rit, mais c'est quand même fou. Fait que on perd quand même une figure très connue de la boxe canadienne là,
qui a contribué à populariser la boxe aussi dans les années 90, surtout, fin 80-90. 2 combats d'anthologie quand même contre Stéphane Ouellet. C'était les belles années, les Hilton Ouellet. Ouais, c'est battu contre Dino Clavet aussi. C'est Dino, fou, ça. on va essayer. Dino Clavet va venir sur le podcast cool. à un moment donné. Il va nous jaser de ça aussi. Puis, ouais, ben c'est ça. Fait qu'on en parle 61 ans. La cause du décès n'a pas été, encore une fois, nommée. C'est son frère, Jimmy, qui est sur les réseaux sociaux, qui a annoncé cette nouvelle-là. Écoute, après avoir vu le documentaire, écoute, je sais pas, je vous parle à travers mon chapeau, mais ça m'étonnerait que ça soit médical, cette mort-là. Ah là là, c'est triste quand même. Ben oui, c'est vraiment triste. Mal à tout ça, alcoolisme, commotion cérébrale, le quitte. C'est un drame. Exactement. Donc, Alex Hinton qui nous quitte à 61 ans. En fin de semaine, il y avait un gala au Apex. Solide gala encore. 8 finishes en 13 combats. Des chaos spectaculaires, honnêtement. Un peu de controverse aussi. On va parler de la première controverse. Barboza contre Gatto, combat chez féminin. Coup de pied illégal. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en a pensé. Parce que le coup de pied, tu le vois à la reprise, la fille est à terre, oui. Elle a 3 points d'appui. Tu peux pas donner un coup de pied au visage. Non. Mais le coup de pied a été donné à la poitrine, puis elle a semblé toucher le cou aussi. On a décidé que c'était un coup de pied illégal. À la fin, là, parce que là, on se demandait c'était où. Puis là, ça a bien l'air que le cou fait partie de la tête. Ça a l'air de ça. On a fait des recherches. Notre cours d'anatomie vient de changer. Sauf que là, la fille était knock-out. T'sais? Là, ils ont donné 5 minutes pour revenir. Là, finalement, ça brasse à gauche, à droite, mais elle n'est plus capable de continuer. Mais après 5 minutes, le coup est illégal. On décide de refaire le combat, de recommencer le combat. On enlève un point. Ce qui fait que Barboza gagne quand même à la fin par décision majoritaire. Un peu bizarre ce qui est arrivé. Ben moi, ma lecture de ça, écoute, du moment que la combattante est plus en mesure de combattre, puis que tu décides de sévir contre le coup, ben tu as une décision à prendre. Tu te disqualifies. Ben oui. Bon, victoire par disqualification pour l'autre adversaire. Moi, des histoires de donner 5 minutes là, pour se reprendre. C'était pas un coup accidentel. Non. C'était volontaire. Ouais. Mais si ça avait été juste à poitrine, ça aurait été correct. Mais là, on a les images, là, pour voir les angles de caméra, il y en a autour, mais Colin, on n'était pas capable de voir clairement c'était où. On voit que le pied passe en dessous du menton, ça s'en va dans le cou. Mais la direction du cou était vraiment alignée vers la tête, si on veut. Oui, mais il n'a pas touché la tête. Non, il n'a pas touché. Ça me fait beaucoup penser, il y a plusieurs années, Anderson Silva dans le match revanche contre Chael Sonnen, quand il avait donné un coup de genou chirurgical à Chael Sonnen au sol, que sur le coup, tout le monde criait au scandale. Mon Dieu, ils l'ont laissé frapper un coup de genou. Puis finalement, non, c'était vraiment dans le plexus et tout. La ligne est très, très mince. Puis des fois, l'angle de caméra n'est pas évident à trouver. Mais dans ce cas-ci, effectivement, il n'y a pas de coup à la tête comme tel. Bon, mais la gestion du résultat, ça c'était tout le monde est mêlé, honnêtement. Puis même les arbitres, puis dans nos oreilles à TVA Sport, on entend souvent le feed des Américains aussi. Ouais. Puis eux autres aussi, ils étaient tout mêlés. Là. Ils ne savaient pas trop. Ils disaient, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Le coup a de l'air d'être légal parce qu'il est au corps, il n'était pas à la tête. Là, finalement, Erdine est arrivé, il y avait 3 arbitres qui se parlaient. On a regardé la reprise vidéo, c'était pas concluant tant que ça, mais on a décidé que le coup était illégal. On enlève un point. Je pense qu'il aurait dû avoir une disqualification là, quand même. Là. Si on décide que le coup est illégal et volontaire, puis là, tu vois l'autre qui est knocké, qui est plus capable de continuer après tout de suite, ça aurait dû être une disqualification. C'est typique des arts martiaux mix, par contre. Les espèces de chaos dans des situations comme ça, entre les rounds ou suite à un coup illégal, c'est jamais vraiment clair. Il arrive souvent des polémiques comme ça, qu'on voit moins à la boxe, par exemple. Je trouve ça, faudrait que ce soit mieux encadré. Plus structuré. Ouais, plus structuré. Faut que ça soit pareil tout le temps. Voilà. Tu sais, parce que là, en fin de semaine, je me souviens plus c'est dans quel combat, mais j'ai dit enfin qu'il y a un arbitre qui met son pied à terre. Il y en a un qui a accroché le grillage pour se faire empêcher d'amener au sol. À la place d'enlever la main et de donner un avertissement, il a arrêté le combat, enlevé un point direct, on reprend la même position. J'adore ça. C'est exactement ça, parce que ça, là, c'est carrément triché. Ta grippe, le grillage, tu le sais. Le premier avertissement a été donné dans le vestiaire. Ouais. Après ça, si ta grippe, le grillage, tu triches. Ça empêche le takedown. C'est un des seuls sports que quand tu triches, tu as un avertissement, tu n'as pas de conséquences. C'est vrai. Tu es comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Surtout ça, c'est pas accidentel, c'est volontaire avec ta grippe pour empêcher l'autre qui ait une meilleure position. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça bien, mais encore une fois, c'est à la discrétion de l'arbitre. C'est inégal. Il faut que ça soit structuré. Vraiment. Là. Parce qu'au niveau, tout le monde est mêlé. Les partisans, les combattants,
sont mêlés aussi. Ben Parce oui. que là, t'es comme. Et où la ligne? Et où la ligne, c'est ça. Fait que. Whatever. Je me souviens plus c'était quel combat, mais je me souviens que c'était arrivé en fin de semaine. Darius Flower, qui était avec tout un slam sur Lando Vannata. C'est cool, un slam. C'est toujours spectaculaire. Cool, hein? Ben il oui. a brisé une côte, pas instantanément. Ils sont allés dans le coin après, puis là, t'as vu Vannata, il dit fuck, man, ça va pas là. Puis aussitôt qu'il est retombé à terre, assez que tu retombes à terre, il était plus capable de respirer. Mais tu sais, ces slams-là, on se souvient toujours de Rampage contre Ricardo Arona, quand il l'avait pogné en triangle au Pride. Ouais. Il n'est jamais revenu le même, Ricardo Arona. Non. Puis moi, je pense que ce gars-là aurait été un des meilleurs de tous les temps. Là. Il était dans une autre époque, là, tu me dis les stéroïdes et tout, mais il était incroyablement talentueux, jamais revenu le même. Non. Il s'était fait démolir, ce combat-là. Puis le triangle était quand même bien pogné. Ah non, c'était pour de vrai. Là. Non, c'était excellent. Il était là bench. Pas benché, il était là squatté. Squatté. Quelle époque. Quelle époque. La belle époque. Costa contre Nicole. 101 comment donner un coup au corps. Et il y en a eu 2 dans ce gars-là, des knockouts de coup au corps. Techniquement parfait. C'est rare qu'on voit ça en arts martiaux mix à cause de la surface d'impact du gant. Faut que tu sois précis, mais ça, c'était picture perfect. C'était vraiment parfait. Comme tu dis, tu dois redoubler de précision. Puis un coup au corps, moi, je trouve ça, je pense, encore plus spectaculaire qu'un gros knockout. Ouais. Tu sais, du moment que tu as moindrement boxé dans ta vie, là, un lever shot, il n'y a rien qui fait plus mal que ça au monde. Moi, je dis tout le temps, c'est comme si. Je me suis jamais fait poignarder, là, mais j'imagine, on dirait que tu te fais stabber, là, puis c'est un retardement. Tu te fais pincer, pack, là, ok, je suis correct, puis là, là, ça commence à faire mal. Tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu es en fœtus par terre, puis tu as mal. Puis admettons, tu réussis à survivre de ça. Tu sais, là, on parle plus en boxe, mettons, là, parce que tu vas mettre un genou à terre, tu as compte de 8. Après ça, là, tu donnes une pichenote. Ah, que ça fait mal. Puis ça fait aussi mal parce que l'organe saigne. Fait que ton organe, c'est au foie. Là. On va tout le temps du côté gauche, du côté droit, dans le fond. Là. Toi, tu vas avec le crochet de gauche. On va tout le temps chercher. Puis c'est pas juste un crochet, c'est pas c'est en 45. Tu remontes en dessous des côtes flottantes. C'est exactement ça qui t'est arrivé. Tu es allé frapper directement au foie. Ça m'est arrivé une fois dans le sparring, là, super longtemps, puis c'est pas un gros coup que ça prend. Là. Non. Juste bien appliqué, ouf, que tu le sens. Fait que moi, je trouve ça super spectaculaire. Ah, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Moi, je me souviens, je m'étais fait coucher contre Lucien Boutet. Une couple de fois. Puis surtout gaucher. Ben oui. Les gauchers, leur main arrière exact. et du bon bord de garde ouverte du foie. Cling. C'était pas le fun. Il n'est pas payé main, Lucien. Il m'a fait mal une couple de fois. Tommy McMillan. Passé le KO à Zekini. OK, c'est correct. McKellen, qui est comme la version Wish de Sean O'Malley. Oui, vraiment. Tellement. Qui essaye de tout faire comme lui. Bon, c'était son premier combat après Contender. Il a livré la marchandise, mais il y a beaucoup de choses à peaufiner. Là, je dirais, c'était tout croche, c'était très large. Je pense, je vais mettre ça sur la faute du premier combat à l'UFC qui voulait tout montrer ce qu'il avait de faire en premier. Parce que c'est un solide lutteur. On l'a jamais vu lutter. Fait que moi, je mets ça sur la faute de l'excitement, comment il était énervé. Il voulait tout montrer ce qu'il était capable de faire en 1 minute. Ça a donné un peu un chaos. C'était brouillon. Un peu tout croche, brouillon. C'était brouillon, puis oui, comme tu dis, les frappes très larges. Mais le talent est là, par contre. Je suis convaincu que le talent est là, mais oui, vraiment, j'aime ton terme, la version Wish. Ben, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, on parlait d'imiter. Ouais, il faudrait qu'il se trouve une personnalité. Tu sais, même, ça va jusqu'aux cheveux, ça va jusqu'à comment il parle, ça va un petit peu partout. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y avait O'Malley qui était dans son coin, t'es bien content pour lui. Mais tu sais, si on fait une photo un à côté de l'autre, t'es comme. C'est son frère. Êtes-vous des frères? Je trouve ça malaisant. C'est quasiment ça. Vous êtes des frères? Vous êtes des frères, vous autres? Ah, ben, des frères. Moi, lui qui m'a le plus impressionné en fin de semaine, c'est Ethan Ewing. Avec son calme, avec sa boxe, il affrontait un gars qui était invaincu en 14 combats. Moi, c'est le gars qui m'a le plus impressionné, honnêtement, là, puis il va être à surveiller. Il est arrivé, il avait affronté Green à 4 jours d'avis à son dernier combat. Puis là, il est arrivé avec un vrai camp d'entraînement. J'ai tout aimé. Puis même au deuxième round, il l'avait ébranlé, puis j'ai dit, ben ouais, faut qu'il y aille. Puis je me suis rétracté. J'ai dit non, il a fini au troisième round. Sa discipline, c'est à cause de ça qu'il a gagné ce combat-là. Un autre body shot incroyable, encore mieux que le premier qu'on a vu dans la soirée. C'était très, très solide, ça. Puis moi, j'ai hâte de le revoir. Là. Pour vrai, là, souvenez-vous de ce nom-là. Ethan Ewing, c'est très solide. Quand on parle d'un KO préparé,
Ouais. Oui, parce que des fois, c'est ça, surtout en arts martiaux mixtes, C'est vrai. une espèce de on devient pressé de finir l'adversaire, puis c'est dangereux dans ces moments-là. On peut se faire timer sur un counter, sur une contre-attaque, mais lui, il a bien fait les choses, puis c'est ça, le meilleur terme, c'était solide, c'était crafty. C'était une belle victoire, pour vrai. Le plus dangereux en arts martiaux mixtes, c'est quand tu ébranles quelqu'un parce qu'il n'y a pas de compte de 8, c'est là, tu sais que tu sautes dessus pour le finir, c'est de te laisser emporter par tes émotions. Absolument. T'sais. C'est facile dans ton salon de dire alors calme-toi, mais je peux te le dire. Quand t'es dans l'intérieur d'octogone, puis tu frappes un gars, puis tu dis j'étais à un coup de le finir. Vraiment. Là, la foule est là, l'arbitre est tout prêt, puis je vais-tu l'arrêter? Hey, contrôler tes émotions dans ce moment-là, c'est pas facile, je confirme. Parlez-en à Michael Chandler qui a passé à 2-3 belles frappes, mieux structurées. Peut-être une bonne contre Charles Everett, devenir champion du monde. Regarde la suite de sa carrière. Fait que oui, comme tu dis, ce contrôle d'émotion-là, il est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu sais, pour un gars qui a un peu d'expérience, oui, là, mais tu sais, pas autant, dans des grands combats, j'ai trouvé ça extraordinaire pour voir la discipline qu'il avait, super calme. Tu voyais dans son visage, il n'était pas pressé, il a pris son temps. Comme tu l'as dit, c'était un corps préparé. Ouais, c'était beau. Body shot, l'avait essayé une couple de fois, puis la dernière, c'était la bonne. Avec des catons, honnêtement, il faut que tu sois vraiment bon pour c'est passer un body spectaculaire. shot. Ouais. Pour voir, on voit pas beaucoup ça, travailler au corps en arts martiaux mixtes en plus. Puis, c'est vrai. On a fait des recherches. La dernière fois qu'on a vu 2 body shots dans le même gala, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas vrai. Non, c'est jamais arrivé. J'ai checké partout, là, tous les moteurs de recherche. J'ai regardé. Puis dans ma tête, on a-tu déjà vu ça? Peut-être, oui, avec des coups de pied au corps, mais des body shots avec des coups de poing. J'ai pas trouvé une référence qu'on avait déjà vu ça dans un même gala. Ben, la surface de frappe, comme tu dis, versus un gant de boxe parle beaucoup. Puis c'est un sport beaucoup plus à distance. Tu sais, t'es plus exposé au knockout, il y a des takedowns et tout. Fait c'est pas comme 2 boxeurs qui peuvent rouler corps à corps sur le bord des corps et essayer de travailler au corps. C'est vraiment différent. Peut-être pour ça qu'on en voit moins. Fait que je trouve que c'est encore plus spectaculaire. Il faut vraiment que tu sois précis. Tu sais, la boxe de boxe, la boxe d'arts martiaux mixtes, c'est pas la même chose. Ben non. Oui, c'est des frappes, mais c'est pas la même technique. C'est pas la. Il y a moins de. Comment je peux dire ça? Peaufinement un peu en boxe d'arts martiaux mixtes qu'en boxe. C'est sûr. Là. Parce que tu sais jamais, comme justement, la gestion de la distance à cause des takedowns et tout, c'est vraiment pas la même game. Puis son adversaire, là, à un moment donné, il faut vouloir faire attention. Là, du côté d'Estevan, il était 14-0, je veux bien croire. Mais là, il venait de monter de quadrille de poids. Puis il a encore manqué le poids. Fait que ça fait 3 combats en 4 qui manquent le poids à l'UFC. Ça, de 1, l'UFC haït ça. Après ça, comment tu peux justifier, mettons, de donner un combat d'importance ou un combat de championnat du monde? C'était arrivé à Oliveira une couple de fois aussi. Ben là, oui, parce qu'ils ne savent pas si tu vas faire le poids. C'est comme un Joker. Fait que là, c'est 3 en 4. Puis, hey, regarde bien ça. Là. Lui, mettons, là, il y a 4 combats à l'UFC. Fait qu'il en avait gagné 3. Fait que, admettons, là, lui, là, il a laissé 60% de sa bourse à son adversaire. Parce qu'à toutes les fois, c'est 20% qu'il donne à ses adversaires. Fait que là, 3 combats, pas bon en maths, là, mais non, c'est 3 fois 20, c'est 60. Il a laissé 60% de sa bourse totale à ses adversaires. Hey, tu laisses l'argent sur la table, pas à peu près. Là. Soit qu'il est très riche ou très mal préparé dans son camp. Je pense à la deuxième. Puis au-delà de ça, ça te donne un avantage indu sur ton adversaire. Tu sais, t'es plus pesant, là. T'as eu moins de sacrifices à faire, veux pas, tu sais. À moins que ta coupe de poids ait mal été, mais ça peut pas toujours mal été. C'est parce que tu coupes les coins ronds quelque part. Fait que t'arrives le lendemain, t'es plus lourd, t'as moins souffert. L'année passée, en 2025, il y avait une statistique, justement, puis c'était pas loin de 80% des combattants qui avaient manqué le poids, qui avaient gagné le combat. Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, rendu là, 3 en 4, moi, j'aurais enlevé 50% de sa bourse, honnêtement. Là. À un moment... Et puis en plus, tu montes de quadrille de poids. Tu montes d'une quadrille de poids, puis tu manques le poids encore une fois. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, je réfléchis à voix haute. Peut-être que quand tu les cumules back-to-back, les manques, les miss au weight cut, ben ça pourrait être comme dynamique. Première fois, c'est 20. 2 de suite, c'est 40. 3 de suite, c'est 60% de ta bourse. Tu comprends? Je pense que ça ferait plus réfléchir les combattants. Il y a certains États que ça va avec le nombre de livres que tu manques. T'sais, si c'est plus que 5 livres, c'est 25%. Ça a un impact. Là. Mais moi, je vais te dire, là, manquer le poids, je l'ai fait souvent, là, pas manquer le poids. J'ai fait souvent le poids, j'ai jamais manqué le poids. Tu manques pas le poids parce que ton corps répond un peu. Tu manques le poids parce que mentalement, tu n'es plus capable. Tu brises mentalement. Puis là, c'est facile. Après ça, ils disent ouais, ben, le docteur n'a pas voulu que je continue à couper le poids. C'est parce que tu as été voir le docteur, là.
Moi, j'ai jamais un docteur qui est venu dans le sauna, venir me voir, dire tu pèses combien? Jamais personne qui a fait ça. Là. Pat, on l'a fait à l'UFC, là, ensemble, toi et moi, pendant un combat à Johan. Là. Tu pars de l'hôtel le matin, tu t'en vas au Performance Institute, tu coupes ton poids là, puis après ça, tu t'en vas au... Personne de la régie. Il y a personne qui t'a parlé, personne t'a vu. Tu pourrais le faire à la chambre d'hôtel au complet si tu voulais même. Fait que ça, c'est faux, là. Complètement faux. Ben, sûrement qu'il est arrivé à la pesée. Il s'est pesé, il y avait une livre de trop. Il a dit il me reste 2 heures pour aller le faire. Puis le docteur l'a regardé, il dit non. Il dit t'es trop. T'es avec les signes vitaux de quoi de même, mais peu importe. Avant de te rendre là, surtout que tu montes de catégorie de poiis. En tout cas, moi, vous savez. Là, ça a toujours été un sujet qui te touche fort. Ça me fait chier. Le respect. Je vais te le dire tout de suite. En demi-finale, Jandiroba qui est juste trop forte pour vraiment. Ça n'a pas été un combat extraordinaire au niveau spectaculaire. Au niveau technique, par exemple, Jandiroba a amené le combat à terre, comme qu'elle voulait. Elle fait ce qu'elle avait à faire. Richie a juste été battu par meilleur qu'elle. C'était pas mal ça. Meilleur qu'elle, puis on a bien vu Jandiroba que c'est pas pour rien qu'elle a livré toute une guerre contre Mackenzie Dern. C'était pas elle était pas là par chance ou peu importe. C'était vraiment une combattante légitime au titre. Puis, oui, elle était vraiment meilleure, mais j'ai vraiment trouvé Tabata Ricci trop petite. Oui. Et pour la catégorie de poids. Vous checkerez au 3e round. Si vous voulez regarder ce combat-là, vous checkerez bien. Son chum à Tabata Ricci, c'est Caleb Collum, qui est un boxeur, qui a signé avec Zuffa. C'est une grosse tête d'affiche pour eux autres. Il était dans la salle. Puis au Apex, tu vois pas mal tout le monde. Tu t'entends tout aussi. Tu t'entends tout. Elle semblait distraite par bien des affaires à l'extérieur de l'octogone. Puis au 3e round, la dernière fois qu'elle s'est fait amener à terre... Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Peut-être moi qui est conspirationniste un peu, mais je te le dis, à un moment donné, tu vois, la caméra tourne, tu vois Caleb qui est là dans la salle, il parle, puis elle se retourne, elle la regarde, puis un coup qu'elle la regarde, Jandiroba rentre dedans, puis elle l'amène à terre. Fait que, tu sais, il y a des choses à l'extérieur qui semblaient la déranger. Oui. Je dis pas que ça a fait une différence. Jandiroba était juste trop forte pour elle, vraiment. Techniquement. Mais... Colin, tu sais, quand tu rentres dans l'octogone, t'es pas dans la bulle, là. T'es pas dans la zone. Non, c'est ça, exactement. Faut que tu sois dans une zone bien précise. Là. Vraiment. Fait que, mais je trouvais que le poids clashait. Tu sais, Tabata Ricci pourrait faire il y en a pas au UFC, mais elle pourrait être d'une catégorie plus basse même. Mm-hmm. Mais écoute, rien enlevé à la performance de Jandiroba. C'était vraiment faut plus dire ce terme-là, pas une clinique, une leçon. Une leçon voilà. d'arts martiaux mix. Voilà. Et en finale, Mike Cano qui est easy win contre Duncan. Je pensais que Duncan allait donner une meilleure opposition. Tu sais, Mike Cano était supposé se battre contre Brian Ortega, le pay-per-view d'avant. Finalement, Ortega s'était blessé. Puis Mike Cano n'était pas content d'être au Apex en finale contre Duncan, un partenaire d'entraînement d'ATT. Je pense qu'il l'a dit après. Il l'a dit longtemps. Tout a passé par là. Jésus a passé par là. Puis, pour le gouvernement au Brésil, il a même envoyé chier les partisans. Oui, c'est vrai. J'étais pas sûr que je l'avais entendu comme faux. Ouais, mais moi, je m'en fous. Tu parles de politique, tu parles de... Il n'y a pas de problème. Tu peux envoyer promener tout le monde. Là, tes raisons, ça t'appartient, c'est correct. Mm-hmm. Mais, tu sais, là, puis c'était gratuit, c'était inutile. Là. Il a demandé, je pense que les partisans aussi ont bien aimé ta performance. Oh, yeah! Fuck the fans! Okay. Ça va, dude! Non, je sais, ça allait pas. Il avait l'air angry, vraiment fâché. Ouais. Je comprends, tu sais, te battre contre un teammate, contre un coéquipier, c'est pas évident. Puis, tu sais, je me mets à la place même de Duncan. Tu sais, en entraînement, tu as eu des partenaires, soit que tu avais leur numéro, il y avait ton numéro, ça devait être une histoire comme ça. Tu sais, quand tu sais que tu t'en vas te battre un combat, puis exemple, Moïcano, tu mets les gants contre lui régulièrement, ou tu as déjà mis les gants, puis il y a ton numéro, tu sais. Mentalement, c'est très difficile. Là. Ben oui. Je trouvais que c'est illogique. Duncan qui était sur toute une séquence de victoires en plus, ça a vraiment déraillé le train. Puis il était très exposé. On a vu qu'il y a une énorme différence entre le top 5 et le reste. Puis tu sais, même Moïcano, je pense qu'il est 10e, là, mais peu importe dans le top 10. Moïcano, il était sur 2 défaites de suite, mais tu as vu la différence. Ça n'a pas rapport. Puis là, il m'a dit, ATT, il y a tellement de monde, ça se peut que ça ne pas entraîner ensemble. Ouais. Quand tu es rendu là, ben oui. Puis il y a tellement de monde, justement, que tu te dis, je me battrai jamais contre un de mes teammates. Là. Il y a tellement de monde à l'UFC. Là, c'est sûr qu'il remplaçait Ortega. Puis là,
En conférence de presse aussi, Moïcano, il a continué son rant un peu après tout le monde. Là, il veut Brian Ortega, il veut sa tête. Là, Ça donnerait un bon combat, par contre. Il veut plus se battre au Apex. Je peux comprendre, tu sais, pour un gars comme Moïcano, qui est très, très vocal, puis il dit, man, je me bats contre lui pour des peanuts ici. Je fais plus d'argent sur YouTube à faire des vidéos. Puis de plus en plus, on voit des combattants parler d'argent. Ah, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, ça sort de différentes façons, sous différentes formes. Mais ça, c'est bon. Puis parce qu'avec toute l'actualité qu'on parle nous-mêmes depuis plusieurs semaines, avec ce qui se passe en boxe, ce qui se passe avec MVP et tout, écoute, à un moment donné, la pression va être très, très, très forte. Pratiquement trop forte, je pense. Ouais, le UFC va devoir bouger un moment donné. Mais tu sais, même MVP, là, qui dit que l'UFC est en train de l'échapper, est en train de couler parce qu'ils veulent pas payer le gars. Puis, je trouvais ça ridicule. Tu sais, c'est comme on se calme, mais en même temps, plus les semaines avancent, plus les mois avancent. Effectivement, l'image, l'aura, tu le sais, hein, l'aura, c'est tellement long à bâtir, mais c'est tellement rapide à perdre. Ouais. On sait jamais. Ouais. On va en parler tantôt dans Impact News sur justement, encore une fois, l'argent dans ce sport-là. Qui va peut-être pas à bonne place. Wilder qui revenait à la combat de boxe. Wilder qui revenait à la boxe, se battait contre Chiroza qui faisait son dernier combat en carrière. Ouais. Il était temps. Oui. Là, on a vu que c'était plus le même. Vous savez, je pense que vous le savez, là, Wilder, c'est pas mon préféré. Je trouve que c'est pas un bon boxeur techniquement. Il m'a pas fait mentir, moi, te dire, dans ce combat-là. C'était pas chic. Là. C'est une victoire. Il n'y a pas de petite victoire, comme on dit dans la vie. Ouais. Mais, hey, tabarouette, le moulin à vent, je pense que je chantais le vent dans mon salon. Tellement que les coups étaient. Le moulin à vent, il frappait quasiment avec le dedans de la main. C'était malaisant. Je regardais ça, je disais, c'était particulier. Contre un Chirosa qui avait plus de gaz dans le tank, on va se le dire. C'est le dernier combat. Solide vétéran, une belle carrière, ce gars-là, mais c'était la fin. Puis t'as vu mon Wilder, c'était pas chic. non. Décision partagée? Ouais, décision majoritaire, tu sais, quand il aurait dû... Je pense qu'il aurait pu le knocker, par exemple. Là. Je veux dire, il s'est arrêté à un certain moment. Il a dit « je t'aime ». Ouais, ça. Il a dit « j'ai levé le pied pas parce que je savais que c'était son dernier combat, je voulais pas le knocker ». OK, peu importe. Là. Ça reste que c'était pas chic pareil. C'était pas de la belle boxe. Ah non, vraiment pas. C'était pas digne d'un ancien champion du monde. Là. Non, puis la dernière fois qu'il avait gagné par décision, ça remonte quand même à 4095 jours. Ça fait combien de temps, ça? ça veut dire que Tom Brady était numéro 1 QB dans la NFL. Ça veut dire que Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather 1 n'était pas arrivé encore en 2015. Wow! Fait que oui, Wilder, il a une force de frappe incroyable. Ouais. Très, très solide. Mais c'est pas mal juste ça qu'il y a. Puis là, quand il est sorti, il a croisé Anthony Joshua, puis il a dit hey, OK, on y va-tu, là? On le fait, là. C'est pas le vendeur. Tu sais, mettons, je suis dans le pôle d'un promoteur, je regarde ça. C'était pas une belle performance. Puis moi, je l'ai pas autant que toi, Wilder. Tu sais, on sait déjà. Non, mais c'est correct. Tu sais, comme je dis souvent, c'est mon run. Il est pour toi ce que Ronda Rousey pour moi. Je le connais pas personnellement, je l'haïs pas. Je trouve juste que c'est pas un bon boxeur. C'est tout. Là. Je reconnais que tu sais, c'est pas le boxeur le plus clean, propre sur la terre. Quand il se bat dans ses frappes, dans sa technique. Mais là, c'était pire que pire. On l'a jamais vu aussi pire que ça, je pense. Ça, c'était épouvantable. Ouais, c'est pas beau. Fait à part le nom qui serait un attrait pour un combat contre Anthony Joshua, encore là, je serais menteur de dire que c'est pas un combat que je voudrais voir. J'aimerais ça voir ce combat-là. Mais je pense que Joshua, avec les belles frapperies de linéaire que ce gars-là, la belle boxe propre que ce gars-là a, ce serait difficile, je pense, pour Wilder. Je pense que oui. Mais la puissance, c'est dur de miser. Quand tu swings à Chicoutimi jusqu'à la Russie. Puis Joshua pas reconnu pour son menton. Non, c'est ça. Non plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir là, c'est quoi le futur pour Wilder. On va en parler tantôt. Joshua est peut-être déjà en ligne pour un combat face à Fury. Si Fury gagne tantôt, on en parlera. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? UFC BJJ 7. Ouais. Donc, on avait parlé, Andrew Tackett, qui est grande vedette de UFC BJJ. Vraiment. Qui se battait contre le vétéran Rocha. Wagner Rocha. Ça n'a pas été un vilain combat. Ça a quand même été un combat chaudement disputé. Ça a terminé par décision majoritaire pour Andrew Tackett qui a passé au travers de Wagner Rocha.
À la défense d'Andrew Tackett, qui est un finisher d'habitude en plus, Ouais, c'est ça. Summit Wagner Russia, pas beaucoup de personnes qui ont fait ça. OK. Il est très, très, très difficile à soumettre. Il y a un style... Un bon vétéran. Là. Un bon vétéran. Tu sais, je te dirais, côté intelligence, là, IQ, comme on dit dans le jiu-jitsu, c'est un des meilleurs à ce niveau-là. Puis il est pas défensif, genre, hey, c'est plate, puis il donne rien. Non. Il est tellement brillant, il a tellement vu de situations. Tu sais, il est dans la quarantaine, Wagner Russia, il a tout vu. Fait qu'à la défense d'Andrew Tackett, juste d'avoir passé au travers comme ça, c'était déjà très bien, mais ça a été une très, très bonne carte quand même dans l'ensemble. Il y a eu 5 soumissions en 8 matchs. 5 soumissions en 8 matchs, ça fait du bien parce que les derniers gars-là, c'était un peu plus. Ça laissait à désirer. Puis tu as déjà des voix qui sont commencées à sortir, comme Nicholas Marigali qui a dit que peut-être que les règlements n'étaient peut-être pas si bien adaptés au Jiu-Jitsu. Parce que là, c'est scarré comme du MMA. Okay. C'est 3 rounds. Compté 18, 19, 18 ou 10, tu sais, peu importe. Fait que c'est compté comme un combat d'MMA. Est-ce que c'est bon, tu sais, vu qu'il n'y a pas de points, parce qu'en Jiu-Jitsu, d'habitude, il y a des points. Par exemple, un passage de garde donne 3 points, etc. Là, c'est différent. C'est vraiment jugé, mais par round. C'est pas inintéressant, mais à date, ça n'a pas fait de flamèche non plus pour le show. Okay? Les combattants, tu as vu, des fois, essayent de gagner des rounds. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils voulaient peut-être faire ça parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir plus de tentatives de finish. Peut-être. Parce que, tu sais, en Jiu-Jitsu, avec les points, tu peux gagner. Fait que si tu passes la garde, tu n'es pas obligé d'aller chercher la finition pour gagner. Peut-être qu'il y avait peut-être ça dans leur esprit aussi. Là. Peut-être. Puis, tu sais, le match le Rule 7, là, le règlement parfait n'existe pas encore en Jiu-Jitsu. Mais bon, peut-être à peaufiner. Mais parle-moi de... C'est où quand c'était nul, il partait d'une position qu'il voulait, il partait dans le dos ou il partait déjà avec une clé de bras, peu importe. Là. Ça, c'était à EBI. Okay. Eddie Bravo Invitational, qui avait un peu révolutionné le jiu-jitsu dans le temps. Moi, je suis vraiment fan de ça. Parce qu'à la fin... C'est comme une fusillade au hockey. C'est ça, explique-le un peu. Là. En fait, là, on va dire, je sais pas, le match a duré 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il n'y a pas eu de soumission. Il n'y avait pas de points non plus. C'était submission only. Fait qu'à la place de juste faire un match nul ou juger, ben, il y a une prolongation. Puis la prolongation, exemple, c'était soit tu commençais avec le dos de ton adversaire, en position assise avec le dos direct, qui en jiu-jitsu est déjà un avantage incroyable, ou tu commençais avec une position clé de bras montée complète. Et là, ça commençait go. Fait que comment ça marchait? Exemple, si je soumettais mon adversaire, c'était comme en fusillade au hockey. Oups, ça me donne un point. Fait que là, mon adversaire a une chance après, lui aussi, de faire la même chose. S'il réussit pas à me soumettre, j'ai gagné. Si tu sors de la position... Exactement. Mettons, il était dans le dos, là, tu sors de la position, c'est fini. Ouais, exactement. Dès que tu sortais de la position, c'était fini. Puis là, après ça allait, genre, qui avait sorti le plus vite possible. Mais c'était vraiment spectaculaire. Moi, j'aimais... Dans un format comme ça, tu sais, format tournoi, style ADCC, je suis pas fan de ça. Mais pour ça, absolument. Tu sais, exemple, un Andrew Tackett contre Wagner Russia, ça aurait donné un bon show à la fin. T'sais, OK, les boys, gros match, c'est une nulle. Tu sais, mettons, personne n'a soumis personne. Go. On fait un shootout de au niveau de la renommée du gars, au niveau de sa fierté de quoi de même, c'est une fusillade. Ça n'enlève rien. Non, ça n'enlève rien. Il part déjà dans ton dos. Fait c'est juste le fun de donner un spectacle et encore donner un plus gros spectacle au Jiu-Jitsu brésilien, je pense. 100%. Du moment que tu enlèves l'aspect point, c'est comme je vous dis, là, les points, un peu comme au judo, dans n'importe quel sport de points, certaines actions augmentent ton score. Ben, il faut que tu fasses ça. Parce que sinon, ça laisse un petit goût amer. Puis là, c'était correct, mais tu sais, je pense pas que les gens veulent voir des décisions style MMA. Non. C'est pas ça qu'on veut voir. Vois-tu, là, on était chanceux, la carte est bonne. 5 soumissions en 8 combats, c'est vraiment excellent. Mais je pense que c'est l'avant-dernier gala. Je pense que tu avais eu une soumission ou 2. Là. Ça pourrait être pas pire, ça, par exemple. Ça serait... Qu'on revienne avec ça. Ben, je me souvenais, ça m'a comme passé par la tête. J'étais où, ça, déjà? Puis c'est cool, parce que ça donne... Il n'y a pas de combat nul. Ça a fait ce format-là a fait connaître les Gordon Ryan puis les Craig Jones, que justement, ces deux gars-là se sont affrontés en finale d'un ABI. Puis ça a été phénoménal. Allez googler ça, là. C'était malade. Les gars se sont presque arrachés les bras. Ils ont bâti leur legacy, leur légende avec ça. Moi, on dit que ça serait bon. Des grosses victoires pour Luca Valente, Rebecca Lima qui devient championne des poids plumes. Ouais. Des clans de Moody aussi. Ouais. C'est pas un prospect, là, il est maintenant établi. On l'a connu à CGI, si ma mémoire est bonne, qui bat un gros vétéran, Patrick Gaudio, qui est, by the way, le mari de Bia Miskita. Qui combat dans le UFC, qu'on a parlé il y a quelques semaines. Fait que grosse victoire par étranglement arrière. Adèle Fornarino aussi, une des meilleures au monde, qui avait un peu raté ses débuts au UFC BJJ. Il y a 2 galas. C'est bien reprise. Renato Canuto aussi, belle victoire. Prochain gala le 21 mai. Ouais, 21 mai.
Déjà des match-ups d'annoncer. Mikey Musumeci contre Kevin Danzler. Ça fait pas plaisir à personne, ça, on dirait. Personne. Écoute, moi, le premier, quand on a vu cette annonce-là, parce que quand le gala a lieu, il annonce les quelques combats du prochain gala pour Moussé. Quand ça a sorti, écoute, tu t'avais vu, comme j'avais déjà parlé, la communauté du Jiu-Jitsu était très vocale dans les commentaires. Et là là. Mais pourquoi? Je connais ça, là. Ouais. Kevin Danzler, là. 3000 abonnés sur Instagram, puis là, on s'entend, on quantifie pas la renommée d'un fighter à ça, mais je te donne une idée, Pat. Je l'ai pas vu souvent, mettons. Puis là, il se ramasse en combat contre Mikey Musumeci. De là, l'argument tient de ceux qui disent que quand il y a des contrats d'exclusivité, après, ça devient tough de trouver des combattants comme ça. Mais là, l'UFC, là, come on. Tu peux pas faire un main event avec ça. Mikey, je me répète, tête d'affiche, c'est peut-être pas la bonne personne. Je dis pas qu'il doit pas être dans UFC BJJ, mais c'est un peu malaisant. En tout cas, j'espère qu'il amènera pas de pâtes et qu'ils vont pas encore les manger comme la belle et le clochard. Là. Mais là, pour vrai, là, ça, c'est pas digne d'un combat de finale. Là. Vraiment pas. Championnat des poids coqs aussi. Ouais. Chez les dames. Exact. Kasia Mourak va défendre son titre contre Bia Basilio. Ça va donner un bon combat. Puis, intéressant, on va avoir un Québécois sur la prochaine carte. Ethan Kulestein contre Danilo Moreira. Ethan Kulestein, un solide vétéran sur la scène internationale de Jiu-Jitsu. C'est un Québécois, lui. Oui, c'est un Québécois, exact. Il vient du TriStar. Je pense que dans le temps, il y a de mes années aussi. En plus, là, je l'ai déjà pogné en compétition une fois. D'une petite histoire, là, un Submission Art United à Montréal. C'était la nouvelle petite sensation. J'étais rendu ceinture. Écoute, il m'avait submit quick, là. Mais il était vraiment bon. Puis il était minuscule. C'était dans l'absolute. Je pense qu'il pesait 120 livres. Là. Je fais des farces, là. Très, très bon combattant. Je pense qu'il a eu sa Purple Belt en 1 an et demi. De donner une dent de Jiu-Jitsu, c'est comme sauter 2 classes à l'école. Fait que bref, roule sa bosse depuis longtemps. Solide vétéran, s'est battu dans toutes les grosses organisations. Je suis très, très, très content de le voir à UFC BJJ. Il y a un autre Québécois aussi qui a gagné, Olivier Taza. Ouais. Qui sont des anciens coéquipiers chez TriStar et tout. Olivier Taza, un autre vétéran qui roule sa bosse depuis longtemps. Ça fait longtemps, lui, ce nom. Vraiment, c'est un gros nom. Lui, quand il y a eu toute la révolution des attaques de jambes dans le Jiu-Jitsu, ça a été un des protagonistes là-dedans. Très, très bon. Super content parce que CFFC, l'organisation d'arts martiaux mix américaine, a aussi Fury Grappling, qui est comme leur penchant, un peu comme UFC BJJ. Ouais. Puis il a remporté le titre à 185 livres là-dedans. Bravo à lui. Un autre événement de Jiu-Jitsu qui s'est passé. Ben, il y a eu des combats de Bare Knuckle. C'est toujours un mix des deux. On n'en parlera pas là, parce qu'il n'y a pas grand monde connu là-dedans. Mais High Brésil, il y avait 2 combats. Il y avait 3 combats de Jiu-Jitsu. Submission Only. Les 2 derniers combats, ça n'a pas donné des super spectacles. Évidemment, au début, c'était supposé être Dylan Dennis contre Arman Tsarukyan, comme on l'avait prédit. Et voilà. Écoute, on n'est pas des grades de vin. Dylan Dennis qui se présente au Brésil. Dennis qui s'est retiré de ce combat-là. Fait que finalement, la finale, c'était Jean Silva contre Marlon Vera, qui ont fait une coupe d'attaques de jambes, mais on dirait qu'aussitôt qu'il attrapait à la jambe, il ne faisait plus rien après. Ouais, les attaques, tu as vu Vera qui essaie deux guillotines, je pense. Ouais. Autant ce combat-là que l'autre aussi, là, qui était entre... Figueiredo et Rosa. Exactement. Là, je trouve ça un peu plat, parce que là, ça a l'air juste des gars qui font un match d'exhibition. Des combattants MMA pro qui font des matchs d'exhibition de ça. Ouais. Tu sais, à RAF, là, exemple en lutte, on voit que c'est plus... Ouais. Les gars, ils vont pour vrai. Là, je trouvais que c'était un peu clownesque, presque. Un petit peu, ouais, c'est ça. Surtout le combat de Rosa. Là. Il était dans la garde de Figueiredo, puis il niaisait, il regardait la foule, puis il se passait pas grand-chose. Puis surtout, eux, vraiment, c'est submission only. Ouais. Soumission seulement, donc après le temps du match, s'il n'y a pas de de soumission, c'est un match nul. Lève les bras des deux. Ces 2 combats, c'est arrivé là. C'est arrivé ça, fait que tes 2 finales, ça a été ça. Là, ça aurait été intéressant de voir, comme tu dis, une espèce de fusillade de soumission. Ça aurait été vraiment excitant. Fait que, non, j'ai pas été impressionné. Puis t'es hype, je trouve ça le fun, là, sans faire de mauvais jeu de mots. Je trouve, sans vouloir les hyper, mais c'était intéressant les 2 derniers gars-là. Là, c'était un peu plus fade, si on veut. Un peu plus tranquille. Ouais, tout à fait. Ça va au deuxième round. Round 2. Deuxième round, Matt, rapidement, il y a un gala ce soir là, qu'on enregistre. On enregistre le jeudi. Donc, il y a un gala ce soir au Casino Montréal. On va en reparler la semaine prochaine au niveau des résultats, mais Léla Baudouin qui se bat aussi ce soir sur cette carte-là. Des bons prospects en finale aussi. Un combat de championnat aussi en finale. L'unification IBA, IBF, fait que c'est quand même très intéressant. Nous, on va en parler. Parce qu'on va se dire, c'est nulle part. Écoute, Eye of the Tiger Management, avec tous les moyens qu'ils ont, supposément, pas supposément, les moyens qu'ils ont, Colin, comment ça que la publicité, je sais que BPM, je pense, couvre leur... je pense que c'est radiodiffusé à BPM. C'est pas, mais autre que ça, là, on le voit pas nulle part. C'est assez tranquille. Ouais. Tu sais, Yvon Michel, avec des moyens un peu plus modestes, déjà là,
on a entendu plus parler dans les médias de son gala il y a 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines. D'accord. Ouais, c'est dommage. Écoute, c'est majeur. T'as une unification de titre mondial. Ah oui. Puis Léla Baudouin, Chez les super moyens, en plus. Super connu, s'est battu avec, sur MVP, sur Netflix, le dernier coup. Là, ça va se battre au casino. Une victoire là, peut-être, ça la ramène en combat d'importance. C'est majeur. On ne sait pas. Fait que, d'autres, on va en parler la semaine prochaine. Ouais, on fait un breakdown complet de ça. Absolument. L'UFC 327 à Miami qui s'en vient. À TV Sport 2, évidemment, les préliminaires à 19h, carte principale à 21h sur Télé à la carte. Donald Trump va être là. Ça, c'est réglé. Au moins lui, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui vont être là, finalement. Ben, c'est ça l'affaire. On a de l'air à avoir de la misère à vendre des billets, hein, parce que... Ça fait 2 galas, là. Ça fait 2 galas, puis... à Seattle, c'était quand... Seattle, c'était plein, mais c'était pas un pay-per-view. Non. Mais là, tu sais, on a sorti la charte des billets qui restent. Il en restait quand même pas mal. Pourtant, des petits points bleus, là. La Floride, Miami, la région est reconnue pour aimer la MMA en plus. Ouais. Je dis, ça pogne d'habitude, là. Je suis surpris. Puis, ben, tu sais, le titre, c'était un titre des Pro Milo. Prohachka face à Hulberg. Joshua Van qui n'est plus là. Le titre des Proca qui n'est plus là. Parce que il s'est blessé, mais c'est une blessure mineure, hein, parce qu'on a repoussé ça à l'UFC 328 au New Jersey, à Newark, la demi-finale de Strickland et Chimaev. Mais là, la finale, Prohachka contre Hulberg. Prohachka qui a déjà été champion en 2022. Ouais. Pas perdu son titre, il l'a redonné parce qu'il s'était blessé à l'épaule. Il ne voulait pas prendre la division en otage. Ouais, ça, j'avais trouvé ça cool. Ouais. Je sais pas si c'était vraiment de son propre chef qui a fait ça, mais bref. Ouais, c'est tout un personnage. Tout un personnage. On en apprend tous les jours sur lui, hein, pratiquement. C'est l'enfer. Pas vrai. Combien de fois s'est séparé avec sa blonde? 12 fois. Ça a sorti hier, ça. 12 fois. Moi, j'ai laissé ma femme 12 fois. Là, sa femme est enceinte. Là, il avait montré la photo de son bébé. Puis il dit, qu'est-ce que ça doit être important pour toi? Il dit, la ceinture, c'est le plus important. Là. Il va passer après. Là. Mais il faut comprendre le personnage aussi. Tu sais, ce gars-là, il se met du chili dans les yeux pour avoir mal. Il nage en dessous de la glace pour aller pousser les extrêmes du corps pour que le mental aille plus loin que la douleur physique. Il se met la main dans des nids de fourmis mexicaines pour se faire piquer, pour aller chercher le contrôle mental de contrôler la douleur. C'est un fucké, là. Il a déjà passé 3 jours dans la noirceur totale, pendant 3 jours de temps, pour se ressourcer avec lui-même. Pour trouver la lumière. C'est un spécial. C'est un spécial. Mais, là, spectaculaire. Il est bon. Oui, puis il est bon. Il est tout croche, mais il est spectaculaire. Quand tu parles de tout croche, lui aussi, son striking est, mettons, unorthodoxe, on va dire. Oui, c'est poliment, mais ça marche pour lui. Ouais. Si tu me demandes, il y en a juste un. Lequel je devrais regarder pour apprendre à bien me combattre, Pas lui. Pas lui. Pas lui. Moi, c'est drôle de tactique, là, ça me fait toujours rire. T'sais. À la fin de la journée, là, quand Alex Pereira te sac son crochet sa noix, là, que t'aies mis tes mains dans des fourmis mexicaines ou iraniennes ou ce que tu veux, là, ça change quoi? Ça change rien. Mais bon, je pense que c'est folklorique beaucoup. Là, c'est un peu comme on disait, Diego Sanchez qui prenait son pouvoir des éclairs dans le temps. Fait que bref, mais c'est un main event qui va être quand même divertissant, là, on va se le dire. Mais quand tu laisses la blonde 12 fois, là, est-ce que ton statut sur Facebook, comme dans le temps, là, en couple avec Patrick Côté, mais c'est compliqué, genre? C'est compliqué. Je sais pas. Mais il reste que, tu sais, Prohachka est super spectaculaire. Il y a 32 victoires, c'est un fan 31 qui a fini avant la limite. Ouais. C'est un finisher. Mais quand il se fait finir, c'est 100% aussi. Il s'est fait knocker 4 fois, il s'est fait soumettre une fois en 5 défaites. Fait que c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est le fun. Il va toujours vers l'avant. Toutes les fois qu'on pense qu'il finit, il continue. Le seul qui l'a battu 2 fois dans l'UFC, c'est Alex Pereira. Ouais. Bon. Fait que, c'est un gars qui va... non, c'est ça. Qui y va. Puis Hulberg, c'est un peu la nouvelle sensation australienne, Nouvelle-Zélande, qui arrive. 13 victoires, une défaite, 8 KO, c'est un finisher. On n'a pas négligé, là. Il est sur 9 victoires de suite, là. Ouais, on n'a pas négligé. Un vrai 205 livres, en plus. Je veux dire, ça va donner un excellent combat. Puis justement, contre un gars il est un peu plus discipliné que Pereira, je pense. Oui. Vraiment beaucoup. Pas contre Pereira que Prochka. Je le vois facilement sortir avec ce titre-là. S'il reste discipliné puis il n'embarque pas dans l'espèce de chaos que Prochka va lui donner, parce que Prochka, il est tout le temps dans ta face. Il avance. Si tu le frappes, il continue à avancer.
Il y en a qui l'ont frappé solide, puis il n'a jamais tombé. Il y a juste Pereira qui a tombé, puis il y en a une méchante gang qui a tombé devant Pereira. Ben regarde, je pense que Glover Teixeira, il était à 30 secondes de le battre. Il l'avait lavé, puis il a fini par gagner par étranglement à la fin, tu sais, dans un... Bulldog choke. Bulldog choke, exactement. Fait que s'il se laisse pas emporter dans ce KO-là, moi, je le vois sortir avec la ceinture. C'est un gars qui est super discipliné, belle technique de boxe. Vraiment. C'est un athlète, là, un ancien joueur de rugby aussi. Puis c'est vrai. C'est un gros bonhomme quand même. Qui est, oui, c'est vrai, on n'est pas le même style pantoute. Là, beaucoup plus posé dans ses attaques du côté de Hulberg, puis du côté de Prohashka, c'est un peu une tornade. Là. C'est un ouragan qui arrive, puis ça revole de partout. Il faut juste être capable de gérer ça tant que ça passe. Voilà. Mais tu sais, essaye de trouver un partenaire d'entraînement qui se bat contre... Qui ressemble à ça. Qui ressemble à Prohashka. Impossible. C'est facile, c'est tout croche. Ouais, mais c'est tout croche contrôlé, tu sais. Ouais, c'est comme Tony Ferguson. C'est comme, c'était tout croche, mais ça marchait pour eux autres. Ça s'imite pas, mais par contre, eux, c'est leur style. C'est très difficile. En demi-finale, Azamat Murzakanov... Lui, on n'en parle pas souvent, vraiment mais honnêtement, il faut le checker. Il a 16 victoires, 0 défaites. Il a 12 KO quand même en carrière. Il va affronter Paulo Costa. Paulo Costa qui est toujours là. Paulo Costa qui a été le pretty boy de l'organisation pendant longtemps. Une shape incroyable avec son Magic Juice. On ne sait pas comment il a fait, qu'il n'a jamais testé positif. Ouais, ça n'a aucun bon sens. Mais moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que Murzakanov a dit qu'il a reçu beaucoup de messages venant du Brésil qui l'encourageaient à knocker Paulo Costa. Que Costa n'est vraiment pas aimé au Brésil. Puis que ses propres pères brésiliens l'encouragent à aller le knocker, puis solide. Là. Quand ta propre patrie contre toi, t'es peut-être pas la meilleure personne au monde, là, mais... Je sais pas, hein? Paulo Costa, c'est tout un personnage polarisant, on va se le dire. Mais on s'entend quand il est dans le cirque des conférences de presse avant, dans un fight week, c'est divertissant tout le temps. Là. On va le voir, la conférence d'aujourd'hui, je pense. Ouais, ben là, ils ont fait une. Ça va être divertissant. C'est plus un media scrub hier, conférence de presse aujourd'hui. Mais pour se faire connaître, un combat contre Costa, c'est toujours bon. Un ancien combat, aspirant au titre. Le bon soir donné, Costa, il est capable encore. Ouais, il faut voir ça arrive, là, parce que le dernier combat qu'il a gagné par knockout, c'est en 2018 face à Ray Hall. Là. Ouais, là, il a été chercher des décisions récemment. Mais son dernier combat, il a gagné. 2 décisions. Ouais, il a gagné, mais c'est sa première victoire en 5 combats. Il a gagné 2 de ses 6 derniers combats, là, Costa. Son étoile n'a pas allé, parce qu'il est rentré dans l'UFC sur toute une montée fulgurante, avec des knockouts, il était spectaculaire, il avait son look, tout le kit. Mais ouais, depuis ce temps-là, depuis qu'il a frappé Adesanya, c'est sûr que l'étoile avait beaucoup pâli. C'est là qu'il avait bu une bouteille de vin avant son Magic Juice. C'est ça qu'il disait, Magic Juice, après ça, il le promène. Mais... En tout cas, c'est sûr que... Mais un combat intéressant. Je pense pas que ça va faire la limite. Là, Josh O'Kitt. Ah, que je l'aime. Toi, tu l'aimes. Moi, je l'aime Josh beaucoup. O'Kitt. Hey, on l'a fait monter, on l'a fait sauter. Tu parlais de sauter des classes tantôt. Lui, t'as passé de la première année au secondaire 3, là, d'une shot. De novembre à maintenant. Et non, ça n'a aucun bon sens. Là. Josh O'Kitt, qui est vaincu en 8 combats, un ancien joueur de la NFL avec les 49ers. 2 combats à l'UFC, 2 combats qu'il a gagnés avant la limite. Mais on ne se souvient pas vraiment de ses victoires. On se souvient souvent de ses speeches, conférences de presse. Encore une fois, il nous a offert, je sais pas si c'est légendaire ou malaisant ou c'est un bijou de promotion. Mais le Media Scrum qu'il a fait aujourd'hui ou hier, faut que tu m'en parles. J'ai pas de mots. C'était un peu tout ça. C'était un peu tout ça. C'était à la fois un bijou de promotion, malaisant, si t'es un, je sais pas, t'es pas un érudit du UFC, là, tu regardes, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu de la lutte, t'sais? Non, ça va avec le personnage, c'est-tu de la WWE, t'sais? Ben, son premier speech après victoire, c'était un mélange de tout plein de speeches Ouais, t'avais Hulk Hogan. T'avais Macho Man. T'avais Shawn Michaels, il en a parlé de plusieurs. Là. Moi, comme je t'avais dit cette fois-là, je dis, écoute bien, tu t'es préparé pour un combat qui se déroule à coups de poing sur la gueule, puis tout le kit. Puis t'as quand même la présence d'esprit après d'avoir pratiqué tellement ton speech que tu le sors. Hey, puis c'était pas enfargé, là. C'était fluide. Moi, j'aime ça. Tu sais, ça prend de ça des personnages. J'en veux pas 60 de même. Non, là. c'est ça. Mais un comme ça, une fois de temps en temps, il y a toujours un bandana, man. Il est écœurant. Il est loin d'être vilain, là. Ouais, il vient d'être vilain, mais sauf que là, il va affronter Curtis Blade, qui est 4e. Oui, c'est un gros... Moi, je suis Curtis Blade. Je suis pas heureux de ce combat-là. Je t'ai insulté, puis il peut pas l'échapper, là, Curtis Blade, ce combat-là. Là. Moi, je pense que c'est la
pas loin de la sortie par après. Curtis Blake, il est dû pour une grosse victoire. Mais ça va donner un excellent combat, ça, là. Puis, écoute, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions comme combattant, tu sais. Tu veux sauter des classes de la bonne façon? Je pense que Hockett le fait bien, là. Puis c'est là que tu te poses des questions sur le bassin des poids lourds. C'est ça. Exactement. Un gars qui a gagné 2 combats, qui n'est même pas classé dans le top 15, on le met face à un gars qui est classé 4e. Ancien joueur de la NFL. Un joueur de la NFL. Qui n'est pas un combattant depuis qu'il est petit, là. Non, c'est ça. Qui a fait une carrière de ça toute sa vie. Saute des étapes comme ça, c'est parce qu'il n'y a personne, là. Dominique Reyes face à Johnny Walker aussi sur la carte. Un fun fight. Oui, pas grand-chose à dire là-dessus. On les connaît. Combat de retraite de Cobb Swanson. Dernier combat en carrière. C'est son 26e à l'UFC. Écoute, il est déjà au temps de renommée. Il n'ira pas au temps de renommée en tant que personne, mais son combat face à Doo Choi à l'UFC 206 à Toronto. C'était fou. Ils l'ont mis dans l'aile des meilleurs combats de l'histoire, avec raison. C'était à Toronto en plus. C'est son dernier combat en carrière. Un combat qui t'intéresse, toi, par exemple. Patricio Pitbull face à Aaron Pico. Vraiment. Rendez-vous manqué de Bellator qu'on fait finalement à l'UFC. Tu peux pas mieux dire. On aurait tout aimé voir ce combat-là. Puis 2 gars à croiser des chemins, on va se le dire. Patricio Pitbull, c'était censé être la grosse affaire quand ils l'ont signé. Finalement, on a vu qu'il y a une marche entre le Bellator et l'UFC. Comme pas mal tous les gars du Bellator, un peu. Ils l'ont tous vu. Madame Venom Page, Patchy Mix. Ouais. Il y a Michael Chandler qui a le mieux réussi. Pas tant. Pas tant, finalement. Il y a juste 2 victoires à l'UFC. Je sais. Faut arrêter de dire pas ça. Tant, là. Puis il était beaucoup mis de l'avant par l'organisation. Oui. Mais bref, méga marche. Puis Aaron Pico, un gars que je suis depuis ses débuts à Bellator, c'était supposé être the next thing, la plus belle invention depuis le pain tranché, tu sais. Finalement, ça n'a pas levé tant que ça, mais le talent, il sort par les oreilles. Sait-on jamais, ça peut être le combat pivot pour ces gars-là. Pico, qui est rentré très jeune à MMA, il n'est pas si vieux que ça. Je n'ai pas son âge, mais il n'est pas si vieux que ça pour le millage qu'il a. Fait que moi, je pense que ça pourrait donner des flamèches en sous-carte, ça. Ouais, ça va être intéressant. Puis, tu sais, il y a des gros noms quand même sur la carte. Là. Kevin Harlan, Mathias Gamrot, Tatiana Suarez. Oui, vraiment. Qui va se battre contre la Canadienne d'adoption mexicaine, Lupi Godinez. Puis, un bon vieux combat de vétérans. Kelvin Gastelum face à Vicente Luque. On en a parlé tantôt de Vicente Luque, qui est probablement un des gars qui avait probablement le plus de talent, qui n'a jamais été capable de clutcher au bon moment. Ouais, moi, je le voyais à 170 livres, il a débuté, je pense. Ouais. Ce gars-là aurait dû devenir champion, c'est un gros mot, mais il aurait dû être dans le top 5, vaciller là-dedans pendant longtemps. Facilement, il était bon partout, hein, au sol, debout. Puis, comme tu dis, il a manqué les grands rendez-vous à chaque fois. Un peu comme Kevin Gastelum. Ouais, Gastelum était champion intérimaire quand même, mais... Il était champion intérimaire, mais lui, ça a comme eu du mal à rester toujours à flot, on va dire. Gastelum, je pense que c'est son manque de discipline. De rigueur. À l'entraînement et autour de la table. Mais... Une bonne fourchette, comme on dit. Fourchette. Mais à sa défense, je pense que c'est un gars, justement, qui aurait bénéficié d'une autre catégorie de poids. Ouais. Entre 170 et 185. Beaucoup trop petit pour 185. Beaucoup trop gros pour 170. Parce que là, le talent est sorti par les oreilles, Gastelum, rappelons-nous. Ouais. Mais bref, j'ai hâte de voir ce combat-là. Ça va être un bon combat de vétérans. Oui, exactement. Tout ça en sous-carte. Tout ça en sous-carte sur les ondes de TVA Sport 2. Et ce qui se passe aussi, gros combat de boxe à Londres. J'allais dire le Québécois, là, mais un combattant qui s'entraîne, un boxeur qui s'entraîne ici au Québec. Makhmoudov, qui va se battre face à Tyson Fury. Combat de retour de Tyson Fury à Londres. Tyson Fury qui parlait déjà que son combat plus tard cet été, était quasiment signé face à Anthony Joshua. Bon, est-ce qu'il prend Makhmoudov vraiment au sérieux? Makhmoudov, moi, si tu parles déjà d'un combat après, ça allume une switch qui n'était peut-être pas allumée aussi. Un underdog, il ne faut jamais fouetter ça. C'est sûr qu'on parle techniquement, sur papier. Tyson est supposé passer à travers. Un des meilleurs de son époque versus quelqu'un qui... Écoute, en tout respect avec Makhmoudov, mais il n'est pas dans la même ligue. Mais comme on dit tout le temps, c'est des sports de combat, on ne sait jamais. Poids lourd en plus. On le sait, des upsets peuvent arriver. Joshua qui s'était fait surprendre il y a quelques années aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Moi, j'aimerais ça voir Makhmoudov. Encore là, j'aimerais ça qu'on en parle plus de ce combat-là. T'sais, au Québec, on dirait qu'on en a parlé beaucoup plus partout qu'au Québec. Puis on a toujours bien un ressortissant d'une écurie québécoise qui se bat là. Puis on n'entend pas parler. T'sais. Je suis très d'accord. Mais j'ai hâte de voir ça. Makhmoudov, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui. Oui, donc. Puis, tu sais, ça dépend toujours de comment Tyson Fury le prend au sérieux. T'sais, on sait que son éthique de travail a souvent été. Contre Ngannou, il l'avait pas pris au sérieux. C'est ça. Fait qu'on sait jamais.
En demi-finale, Conor Benn, finalement, qui va faire À 15 millions de dollars. ses débuts sous contrat de Zuffa, qui n'est pas vraiment un Zuffa, mais en tout cas, depuis qu'il a signé avec Zuffa face à Progrès. Ça va être bon, ça. Oui, ça va être un Ouais, bon. parce que Pour Progrès, vrai, il n'est pas à prendre, à la légère du tout. Là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup parlé de Progrès parce que Conor Benn, à cause de l'histoire du 15 millions, puis avec l'UFC. Là. Non, mais quand tu regardes les vidéos de promotion que tout, Progrès, il y a quelque chose. Oui, très bon. Oh, oui, très il peut bon. faire dérailler le train, enlever le party. C'est sur Netflix, ma mémoire est bonne. Hein? Oui. Fait que ça va être le fun à regarder, quand même accessible pour tout le monde. Raph, encore une fois, fait un coup de maître. On savait que ça allait peut-être arriver, mais jusqu'à quel point il allait être capable de l'attirer là. Évidemment, c'est de la lutte, c'est son pain et son beurre. Ouais. Gable Stevenson qui signe avec Raph. On en avait parlé la semaine passée. Mais là, c'est officiel. Il va faire la finale de Raph 9. Il va se battre face à... On a trouvé quelqu'un, Alexander Romanov. Romanov, si le nom vous dit quelque chose, c'est déjà battu à l'UFC 10 fois. C'est un lutteur... c'est un lutteur de style libre. Avait fait la finale à RAF 2, avait perdu face à Manson Paris, qui était un des coéquipiers de Gable Stevenson en 2024 aux Jeux Olympiques. Rien de moins. Hein? Ouais. Tout est dans tout, comme on dit. Mais comme on se disait, je pense la semaine dernière, là, on savait, c'était comme confirmé que Stevenson faisait ses débuts, mais contre qui? Il fallait trouver preneur parce qu'on s'entend que je pense que ça va être une petite match dans le parc. Là. Si Manson Paris a battu Romanov, Gable Stevenson... Les chances sont très fortes. Mais Raph, gros coup de maître encore pour eux, parce que non très très connu à la lutte, la foule va être pleine. Je veux dire, les estrades vont être remplies. Moi, je veux savoir, elle vient d'où l'argent? Oui, c'est toujours ça. Elle vient d'où l'argent de Raph? Parce que ils ont une entente avec Fox Nation. Ouais. C'est là-dessus que ça passe. Mais ils doivent pas leur donner quand même. C'est pas une entente comme Paramount avec les UFC. Sauf que tu sais comment on en a parlé, la lutte aux États-Unis, lutte collégiale, la lutte NCAA, c'est plein, c'est jam-pack. Tout le sport collégial aux États-Unis, tu vois, le football, ça pogne. La crosse, ça pogne. Mais la lutte, c'est quelque chose d'énorme aux États-Unis. C'est dans les gènes des Américains, la lutte. Puis regarde, comme je te dis, encore là, je sais pas à quel point ça paye, puis c'est quoi le prix des billets et tout, mais les estrades sont remplies. C'est plein. Puis c'est pas des... C'est quand même pas fait dans des endroits de 200 personnes. Là. C'est pas une salle de chevalier de colon à Sorel. Je suis pas sûr que... c'est pas un ring, là, mais tu sais, j'allais dire ringside, je suis pas sûr que ça coûte 2000$. Là. Ah ben non. Je pense pas que les billets sont si chers que ça pour le spectacle qu'ils donnent. Comme je te dis, tout l'aspect technique alentour est très, très, très élaboré. On va dire comme ça. J'ai pas checké, parce que tu peux acheter des billets View Ticket. On en parle la semaine prochaine. Ouais, on regardera combien ça coûte d'aller voir Raph. Parce que si on a des grosses vedettes, là. C'est juste ça, c'est Raph 9, mais Raph 8 qui s'en vient. Tu sais, t'as Dvalishvili face à Cejudo, t'as Tsaroukian contre Rhea Faber. T'es payes ces gars-là quand même. C'est des grosses vedettes. C'est pour ça que le monde vient de voir aussi. Tu sais, t'avais avancé des chiffres l'autre fois qui n'étaient pas officiels, mais qui étaient... Autour de 100 000. Autour de 100 000. Si c'est vrai, c'est excellent, mais en même temps, ça fait du sens. Tu feras pas venir ces grosses vedettes-là que tu viens de nommer pour 5 000 $. Ça serait illogique. Ces gars-là risqueraient pas une blessure pour ne pas avoir un combat prochainement dans l'UFC, dans l'organisation qu'ils sont. Fait que, oui, ils doivent être payés, mais comme tu dis, d'où vient cet argent-là? À moins que Fox Nation lance de l'argent, que Fox lance de l'argent en fou là-dedans, j'ai aucune idée. Ben, c'est populaire, mais il faut que... C'est populaire du monde, beaucoup de monde là, mais il faudra qu'ils trouvent un moyen qu'on puisse l'écouter partout. Parce que, écoute, l'autre soir, là, je voulais l'écouter, là, c'est impossible. Fox Nation, t'es pas hâte de l'avoir ici. Non. Tu peux même pas subscribe, je pense. Tu peux même pas t'inscrire. En plus, t'as une petite boîte. Là. J'ai la petite boîte magique, puis même dans ma boîte magique, je l'ai pas trouvée. Fait que ça, si c'est pas dans ma boîte, c'est que ça existe pas. C'est introuvable. C'est pas vrai que ça existe. Colby Covington aussi qui a été rajouté à cette carte-là face à Chris Weidman. Ouais, ça sera pas... Covington, il va jouer avec. Je pense que oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que Covington, il s'était fait... face à Dylan Dennis, il disait que t'es pauvre, toi. Là. Puis là, Covington, il disait non, je suis millionnaire, tu sais pas. I'm a multimillionaire. Ça l'a surpris comme. Ben oui, sauf que tu vois, là, il court après des combats. Là, il poursuit Masvidal pour une fight qui est arrivée en 2022 à Miami Beach pour 50 000 $ et plus 15 000 $ de sa montre Rolex qui était brisée. Il est fâché qu'il n'essaye pas sa carte la Maison-Blanche non plus. Il court des combats à gauche, à droite. Puis là, on regarde sur les sites, sur les réseaux qui parlent vraiment juste de ça. Quand même, il commence à devenir un petit peu la risée.
de lui-même quasiment. Là. Ben, tu sais, il a l'air du pauvre qui court après quelque chose, tu sais, je veux dire, mais en essayant de se montrer comme quoi qu'il est en moyen. C'est dommage, je trouve que c'est une fin un peu triste, mais en même temps, c'était prévisible aussi, avec le personnage qui s'est bâti, tu vis puis tu meurs avec, là. Ouais, là, il a l'air fou. Il a l'air fou. Vendredi soir, était One Fight Night 42 au Lumpini Stadium en Thaïlande. Ouais. Ça se passe vendredi soir. On peut le regarder facilement sur Amazon Prime. Ouais. Ça, c'est le fun. Pourquoi j'ai mis là? Parce que je trouve ça intéressant. Premièrement, c'est au Lumpini, qui est un des stades emblématiques de Muay Thai. Légendaire. Toi, t'as déjà fait un camp d'entraînement, je pense, en Thaïlande. En Thaïlande. 2 fois. Je suis pas allé à ce stade-là, mais on le connaît tous. Mais n'importe qui tripe sur le Muay Thai ou quoi que ce soit, sait que c'est emblématique. Fait que One fait un Fight Night là, et en même temps, il y a un gala aussi simultanément de Muay Thai. Chapeauté par One. L'information n'était pas très claire, mais c'était vraiment sous la même bannière. Fait que grosse soirée, si vous êtes vraiment un mordu d'arts martiaux mix dans tous ces aspects, regardez ça, il va y avoir du MMA, il va y avoir du kickboxing, du Muay Thai. C'est gratuit sur Prime, si on veut. Puis si vous êtes habitué de voir des galas américains, nord-américains, regardez ça, c'est complètement une autre ambiance, ouais. C'est une autre approche. C'est vraiment, vraiment différent. Un combat, ça reste un combat, on s'entend, là. Mais tout ce qui est alentour, le rythme est beaucoup plus lent, pas dans les combats, mais autour, ouais. C'est vraiment, vraiment différent. T'as pas entre les combats, OK, Flash News avec Dominic Cruz qui vient parler, puis là, c'est spectaculaire, des gens en sous. Plus protocole un peu. Ouais, mais si vous êtes vraiment un fan d'arts martiaux mix ou de sport de combat, allez voir ça, c'est différent, puis voir ce qui se fait ailleurs. Ça peut juste mieux nous éduquer, puis vous allez mieux comprendre, surtout le combat debout au niveau du Muay Thai, là. C'est excitant à regarder. Lumpini Stadium, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu le Madison Square Garden. C'est la mecque du Muay Thai. Du Muay Thai. Si tu t'es battu une fois au Lumpini Stadium, tu bragues. T'es quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Tu te dis comme ceux qui sont végétariens. Faut du CrossFit. Hey, c'est la Hypoke News. Hypoke News. Hypoke News, Matt, on en a parlé tantôt de l'argent de l'UFC, de l'argent qui se passe à gauche, à droite. Ça mène le monde. Ça mène le monde. L'UFC qui a perdu une poursuite, on en parle parce que c'était dans les médias dernièrement, cette semaine, qui a perdu une poursuite contre les combattants qui s'étaient battus de 2010 à 2017, qui étaient pour la loi antitrust. Donc, ils empêchaient les combattants d'aller combattre ailleurs, puis ils ne les avaient pas assez bien payés pour le service qu'ils leur demandaient de rendre. En gros, c'est ça. C'est très résumé grossièrement, honnêtement. Si vous voulez aller voir, là, c'est facile de trouver la vraie définition de la loi antitrust. Moi, je vous le dis, c'est à peu près ça grossièrement. L'UFC qui avait été mise à la poursuite était de 1,2 milliard au début. On savait tous que personne n'allait avoir ça. Les avocats le savaient aussi. Il y a des avocats qui représentaient 1094 combattants qui s'étaient battus de 2010 à 2017. Dont moi. Moi, je faisais partie de ça aussi. Et finalement, l'UFC payé 375... Ben, pas vrai. Au début, ils ont donné 262 millions. 362 millions. Le juge a dit, c'est pas assez. Vous me faites rire avec ça. 15 minutes plus tard, l'UFC a dit, on va donner 375 millions. Wow! Fait que le juge a dit, OK, c'est correct. Fait qu'ils ont fait 375 millions départagés entre 1094 combattants au prorata des bourses qu'ils ont faites dans leur carrière. Du nombre de combats, j'imagine. Du nombre de combats, exactement. Oui, de nombre de combats, puis au prorata de la bourse qu'ils ont faite. Mm-hmm. Donc, c'est pas tout le monde qui a reçu le même montant là-dedans. Sauf que ça a été donné à une compagnie de gestion qui s'appelle NJN aux États-Unis. NJN, c'était compliqué que les gars se fassent payer après. Il a fallu qu'ils envoient des... C'était vraiment, vraiment compliqué, là. Puis finalement, après, ça a passé en septembre. Donc, c'est en septembre dernier, le jugement a été donné. Encore aujourd'hui, il reste 110 combattants à être payés. Donc, il y a 237 millions qui ont été payés déjà. Il y a 110 combattants qui restent encore à être payés. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar d'administration. De te faire payer ce qu'on doit. Honnêtement, là, je sais, je suis passé par là. Puis, moi, te dire, c'est vraiment compliqué. Puis là, il y a une grosse polémique parce que tout le monde disait NJN prend leur temps avant de payer les combattants parce qu'ils ont de l'argent dans le coffre. Ça fait monter les intérêts. Fait que là, les intérêts pour NJN, sur 375 millions, ils gardent ça pendant des mois. Ils font des milliers d'argent en intérêts plus qu'ils étirent.
Fait que c'est un peu ça, là, présentement. Là. Dommage quand même. C'est pour ça que quand on entend, surtout aux États-Unis, quand on voit des grosses, des grands titres, là, une poursuite pour, mettons, justement, 1,2 milliard ou telle entreprise perd en justice, justement, un truc du genre, pour 300 millions. Hey, c'est pas directement payé par la suite. Là. Non. Il y a tout un parcours du combattant, sans faire de mauvais jeu de mots, là, qui est à faire après. Cette poursuite-là dure depuis 10 ans. Ça a pris 10 ans avant qu'on arrive à une... on arrive à une règlement. Définition. Là. Puis, là, il y a une autre poursuite de 2017 à aujourd'hui qui est menée par Cajun Johnson, un combattant du Canada. C'est vrai. Donc, c'est un peu la même chose, un peu, à partir de 2017. De 2010 à 2017, ça a été chapeauté par Kong Lee, combattant que je me suis déjà battu avec, puis Carlos Newton, le Canadien Carlos Newton. C'est les deux qui ont pris ça ensemble. La cause s'appelle la cause Kong Lee, mais c'est parce que c'est lui qui a instigé la poursuite. Mais après ça, il y a Nate Quarry qui était là-dedans aussi. Ouais. Puis Carlos Newton, les trois ont chapeauté ça pour aller chercher des avocats puis aller chercher cette... Ils sont allés au conseil à Las Vegas, ils sont allés devant les tribunaux pour faire en tout cas, ils ont vraiment fait une grosse job pour les combattants qui ont été payés là-dedans, honnêtement. Parce que ceux qui ont sur de l'argent, on n'a pas fait grand-chose. À part se battre de 2010 à 2017, on va te dire, là, on n'a pas fait grand-chose. On peut juste dire merci boys parce que c'est de l'argent tombé du ciel. Ça vient pratiquement pallier à ce que vous n'avez pas fait comme gain dans le temps. Tu sais, qui n'était pas... Comme on a toujours dit, les bourses sont pas plus hautes aujourd'hui, il est encore moins dans le temps, là, fait que ça fait du bien. Parlant d'argent aussi, Joe Rogan qui fait des années et des années que là, c'est bizarre parce que lui tout, il est sorti, puis il sort de plus en plus. Ça commence à s'effriter, ses opinions sur les bourses des combattants. Mais lui-même, il dit je fais juste 50 000 par show. Moi, depuis tout le temps, il dit je fais juste 50 000 par show. Puis là, tu vas dire, ouais, mais la star, il fait juste des pay-per-view. Fait que, mettons, ça fait 13 pay-per-view, mettons. 13 pay-per-view à 50 000 cash chaque. 600 000, là. C'est pas rien. Mais un peu moins que ça. Là. Mais il reste que c'est pas rien. C'est sûr qu'il y a d'autres revenus. Mais c'est toute une figure en même temps. C'est toute une figure. Mais c'est pas nécessairement le montant qu'il a dit. C'est juste que je trouve que là, de plus en plus, le monde qui sont proches sont de plus en plus vocales. Tu sais, Joe Rogan, il y a 5 ans, tu l'aurais jamais vu parler contre l'UFC de même. Là. Mais c'est plus familial. Non? C'est là le point qui blesse. Regarde, tu sais, dans le temps, c'était la clique. Là. Les frères Fertitta, Dana, tout ce beau monde-là ensemble. Fait que tu sais, tu voulais pas présenter ton chum Dana parce qu'il y avait cette espèce de proximité-là. Puis là, c'est plus ça. Non. C'est devenu générique. C'est une grosse boîte. C'est à la bourse. Ils ont un deal avec Paramount. Il n'y a plus de proximité. Fait qu'un Joe Rogan, dans le fond, lui, comme, hey, c'est quoi? Non, c'est une grosse business à cette heure maintenant. Oui. Puis même Dana White, il l'a dit cette semaine. Il dit, moi, je me suis retiré de tout ce qui a rapport à la négociation de contrat. C'était plus le fun. J'avais plus de fun à faire ça. Fait qu'à cette heure, moi, je m'occupe juste de qu'est-ce qui est le fun. Fait que je vais voir les combats. Je m'occupe du boxing. Parce que c'est le fun, mais j'ai encore un contrôle là-dessus. À part ça, là, je négocie plus rien. Fait que ça renforce le fait que c'est devenu comme une mascotte un peu de la promotion. Un espèce de visage de la promotion. Mais ça paraît, puis je pensais pas que ça paraîtrait rapidement comme ça. On savait quand que le UFC était racheté, plus le deal de Paramount, on savait que ça s'enlignait vers ça, mais je pensais pas que ça serait vite comme ça. Il reste encore 6 ans et demi là, de Paramount. Ouais, fait que j'aime pas la tangente que ça prend, honnêtement. Il va falloir faire quelque chose. Oui, parce que l'espèce d'écosystème qui s'était bâti autour du UFC, là, justement, avec des Joe Rogan. Tu sais, Joe Rogan par la bande, je sais pas s'il est rémunéré pour ça, mais tu sais, qui fait venir plein de combattants de l'UFC à son show, ça donne un rayonnement par la bande à la marque. Là. Absolument. Tu sais, lui aussi, tu sais, pour 50 000$, si on le fait chier, puis il n'y a plus de fun à le faire. Si les gars débarquent là, puis ils n'ont plus de fun, je pense que les anciens combattants étaient, entre guillemets, bien traités. Tu sais, quand ils les embarquaient dans le chapeau médiatique, sous le chapeau médiatique du UFC, je pense que les gars avaient du fun à aller là, puis ça leur donnait un beau deuxième souffle à leur carrière. Mais du moment que tu n'as plus cet esprit-là. Non, c'est ça. Du moment, c'est plus le fun. Hein, puis, surtout quand tu as connu les frères Fertitta. C'est ça. Tu sais, tout le monde était proche, tout le monde c'était le fun. Puis c'était vraiment. Oui, c'était une business, mais c'était, tu sais, eux autres, le minding des frères Fertitta, c'est on bâtit ça ensemble. Ouais. Les combattants, puis là, on va enlever les bourses, ça a toujours été ça, mais quand même, on se faisait bien traiter, puis on était des rockstars, puis on bâtit ça ensemble. Fertitta était sur le bord de la cage. Tu voulais aller y parler, pas de problème, il jasait avec. C'était le proprio. Ça a été vendu à WME puis AMG. Là, c'était encore un peu ça, mais tu sais, sûr qu'on a perdu l'aspect familial, c'est vraiment plus business, mais
on avait encore cette espèce de fraternité ensemble, les gens qui travaillent ensemble, les gens derrière des rideaux, la logistique. C'était fantastique. Parce que toi, tu l'as vécu, ça. Hein? Ah, ben oui. Quand tu as pris ta retraite, tu étais encore. Ouais, Le UFC avait déjà été vendu. Oui, c'était encore MJ. Puis là, finalement, là, avec ce deal-là, là, on dirait là, c'est plus ça. Là, c'est vraiment géré comme une business. Puis on oublie qu'on deal avec du monde. On deal avec. Tu sais, le sport, là, c'est des émotions. Puis on oublie qu'on deal avec des émotions. Les émotions de partisans qui vont en avoir quand ils vont regarder le show, puis qui vont s'approprier cet événement-là, ou qui vont s'approprier la compagnie parce qu'ils sont en amour avec l'UFC. Il y a du monde qui se sont fait tatouer des UFC sur le corps. Ou des visages de combattants. Oui, ben... On s'attache au personnage. Fait que si t'es pas gentil avec le personnage, regarde, toi, tu le vis. Tu joues dans des séries de télé, Pat. On peut t'aimer ou t'haïr, puis tu joues un rôle, puis on peut ne plus écouter une série. Ils ont fait disparaître Patrick Côté dans l'émission. Moi, je l'écoute plus. C'est une émission scénarisée. Ouais. Imagine dans ça. Du moment, exemple, il y en a un qui sort, puis il dit « Hey, on m'a maltraité, moi, je sors du site. » Ben, tu peux perdre beaucoup, beaucoup de partisans. c'est l'enfer. C'est pas comme le principe des ligues au hockey ou au football ou autre chose. C'est différent. Faire une petite parenthèse avec ça, il y a un gars qui m'avait écrit à un moment donné, puis il s'était fait tatouer le visage de Georges Saint-Pierre sur un mollet, puis mon visage sur l'autre mollet. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là? Pas rien. J'étais pas si honoré que ça. J'étais, man, c'est une grosse erreur. C'est comme, Georges peut-être, mais moi, t'es comme. À un moment, il va faire couvrir à un moment donné. Un pionnier passe, là. Come on. J'étais là, mais c'est juste pour te dire, tu sais, c'est ça qu'on est en train de perdre. Oui. T'sais, on est en train de perdre cette appartenance-là qu'on avait à l'UFC. C'était un événement. Tu sais, c'était un événement, puis le monde achetait du stock de l'UFC. Tu avais une tasse du UFC, tu étais fier de la montrer. À cette heure, c'est comme... C'est comme si vous voulez bâtir des espèces de vedettes jetables un peu. Ouais. Fait qu'il n'y a pas personne qui s'est tatoué ça. Puis moi, c'est une image forte. Là. Moi, je parle de... Tu sais, moi, l'UFC va toujours la tatouer sur le corps. Moi, tout le temps le défendre, cette organisation-là. Mais j'ai eu le privilège d'être des deux bords aussi. Fait que, tu sais, je sais de l'autre bord commencer à être combattant puis de courir après des scènes. Mais de l'autre bord, je comprends que moi, l'UFC m'a donné une vie extraordinaire. Même encore aujourd'hui, je travaille encore pour eux. Fait que, pour moi, c'est une compréhension des fois que j'ai de la misère à suivre sur la business. Puis clairement, là, on le voit que c'est rendu de même. Là. C'est parce que il aurait pu conserver, entretenir cette espèce de lien fraternel-là tout en étant plus business. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a moyen de faire les deux. Là, c'est un peu cavalier, mettons, comme approche. Puis ça a été le gala 1 de Paramount, ça a apparu tout de suite. OK, premier gala, il y a plus de publicité, OK, des petites affaires de même, mais dans l'attitude, ça a apparu tout de suite. C'est dommage. Deux dernières nouvelles. Thomas Spinall, on va-tu revenir à un moment donné? Oui, on a des nouvelles de lui avec son nouveau gérant Eddie Hearn. Mais au niveau du combat, il se passe quoi? Mais il n'a pas encore reçu le feu vert pour faire du sparring. C'était pas de la frime, là. C'était pas de la frime, là. Puis honnêtement... On ne sait pas s'il va revenir. Tu peux ne jamais pouvoir revenir. Là, à la blague, je t'écrivais un texto cette semaine, il va falloir qu'il prenne des cours avec Michael Bisping pour savoir comment cacher un test visuel. Je pense à ce temps qu'on le sait. Là. Oui, mais c'est dommage quand même. Puis il est dans son prime là maintenant. C'est ça, il perd des gros mois, peut-être années de sa vie. Là, de l'argent aussi. Puis il en a perdu 1 an et demi à attendre après John Jones aussi. Là. En plus. Fait que, ouais, petite nouvelle plate là-dessus, parce que moi, j'ai hâte de le revoir. Là. Dans le mix, en tout cas, ça va faire du bien chez Poids Lourd de le revoir. Effectivement. Puis une petite dernière nouvelle locale, Wilkins Mathieu. Ouais. On en a parlé souvent, un boxeur de 20-21 ans, un futur... beaucoup de talent. Futur star. Honnêtement, oui, je pense que ça continue comme ça, qui est bien entouré. Va faire son retour dans sa ville natale le 11 juin face au Brésilien Esquiva Falcao. Belle progression. Ça, c'est des jeunes qu'il faut continuer à parler et de promouvoir ici au Québec. On va le faire le plus qu'on peut sur les plateformes qu'on a, mais évidemment, les médias traditionnels, Christian Mbili, Wilkins Mathieu, Léla Baudouin, il y en a plein là, qui montent. Derek Pomerleau. C'est des jeunes qui sont au début de leur carrière puis qui déjà font beaucoup de vagues. Là. Oui, puis Wilkins Mathieu, il y a l'espèce de toute leur... je vais dire, personnage qui s'est créé un peu. On le suit, là, il est souvent à Miami, je pense qu'il va en Floride souvent, tout. C'est rafraîchissant, puis il a beaucoup de talent, puis il a une tête et ses épaules. Oui, il laisse paraître un côté de sa personnalité très flamboyante, mais en même temps... C'est un spectacle. Ben, puis c'est correct, c'est un spectacle, c'est ce qu'on veut voir.
Mais en même temps, tout un boxeur qui a une bonne tête des épaules, c'est lui, je pense, qui aime dire que lui, il se battra pas pendant 20 ans. Là. Non. Il dit qu'à 26-27 ans, ça va être fini. J'atteins le top, puis c'est correct. Puis ça, c'est cool à voir. Fait que faut en parler, Colin. C'est ce qu'on va faire. On le fait, nous autres. C'est ce qu'on va faire de plus en plus. On vous rappelle, le 14 avril prochain au Casino de Montréal, si vous avez le temps de venir dire un petit bonjour. Enregistrement de la poire et le fromage. C'est un événement VIP pour la famille Chaos Sport qui va être là. Évidemment, dans la section VIP, il fallait s'inscrire. Les inscriptions, c'est terminé, mais ça vous tente de venir dire un petit bonjour. On va toujours être accessible. Donc, 14 avril prochain, mardi prochain, au casino. On va être là pour un événement VIP avec vous autres. La section arcade, je pense. Section arcade pour la dernière game des Canadiens en saison. Vas-tu le compter, son 50e, qu'on en finisse? Là, je suis capable. Il serait temps. Je suis capable. On va peut-être avoir la première game de Michael Age. On sait pas. Peut-être aussi. Peut-être. Let's go. Ben des affaires. Fait que venez nous voir le 14 avril. Puis nous autres, ben c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine, gang. All right, ciao.